Bienvenue dans PAF numéro 7. PAF, vous savez, c'est une émission où on débat de l'actualité avec des chroniqueurs récurrents, quelqu'un qui préfère les causes gagnées aux causes perdues, je suppose. Enfin, même si on dit parfois les avocats des causes perdues, mais vous êtes plutôt l'avocate des causes gagnées, c'est Florence Mercadet. C'est quand on les perd, de ne pas les perdre de façon trop fracassante. Bonjour Patrice. Bonjour. Jean-Charles Lajoie-dit, vous mettez-vous les écrivains à table. Voilà, ils avouent tout. Et on va parler de justice, et justement l'une de vos dernières parutions, c'est le roman de l'ancien procureur de la Cour d'assises de Paris, Philippe Bilger. Voilà, 72 heures. 72 heures. Quelqu'un qui met les petits plats dans les grands et parfois aussi les pieds dans les plats. Les pieds dans le plat. Oui. À table. À table. C'est Jean-Luc Madec. Bonjour. Et enfin, une étudiante qui pourrait nous en apprendre beaucoup, c'est Séphora Namani. Bonjour. Bonjour Patrice. Comment ça va? Ça va bien, Vous merci. sortez juste pratiquement d'un examen. Exactement, voilà. Et ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'est pas une mise en examen. Non, c'était pas une mise en examen. De toute façon, là, on a une avocate, donc on ne risque rien. Alors, on va commencer peut-être par un sujet qui a quand même attiré 8,5 millions de téléspectateurs samedi soir. C'est la preuve que ça intéresse les gens. C'est l'élection de Miss France. Et alors, moi, j'étais frappé. Ça fait comme ça quelques années. Moi, je me souviens quand j'étais plus jeune, il y avait des émissions qui disaient « Mais Miss France, c'est ringard, c'est vraiment une image de la femme qu'on ne veut plus voir. » Et aujourd'hui, plus personne ne conteste ça. Tout le monde trouve ça formidable. D'ailleurs, peut-être que les Miss sont formidables aussi, mais elles sont très jolies en tout cas. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus de contestation. Ça vous a pas frappé, ça, Florence? J'ai pas regardé l'émission. Je crois que je n'ai jamais vu d'émission de Miss France, donc j'en pense pas grand-chose. Honnêtement, ça m'intéresse pas vraiment. Je pense que c'est un business qui marche parce que 8 millions de spectateurs, ça me surprend toujours beaucoup. Donc, mais je les trouve ravissantes parce que j'ai vu le lendemain très élégante, très classe. Mais voilà, je suis pas certaine que ça apporte grand-chose. C'est pas un débat politique pour vous? Non, c'est pas un débat politique. Et voilà, je pense que les gens, ça leur fait manifestement plaisir que de regarder cette émission, mais c'est pas forcément un sujet. Je trouve qu'il y a un petit peu un retour en arrière. C'est-à-dire qu'on retourne un peu à une normalisation de l'image de la femme glamour. Et pour ça, je vous invite tous à regarder la photo de la ministre de la Culture sur le site du ministère, qui a une image très glamour. Et je trouve que c'est un petit peu décalé avec le rôle qu'elle a. Donc, par là, Miss France s'inscrit pleinement dans cette dynamique de la télé-réalité, de la sacralisation de l'apparence. Mais toutefois, quand même, il faut noter une avancée positive, c'est que je trouve qu'avant, les Miss France, elles étaient relativement potiches. De nos jours, on les veut plus studieuses, elles font plus toutes sportives, des études. Exactement, voilà, plus studieuses. Je l'ai eu dans une émission, c'est vrai qu'elle est non seulement ravissante, elle est intelligente. Ça va, elle se débrouille très bien dans les interviews et tout ça. Donc, Mais on est loin de la télé-réalité quand même. Parce oui, que c'est pas de la télé-réalité. Moi, je veux pas du tout accabler Nabila, mais enfin quand même, entre Miss France et Nabila, il y a quand même un gap, quoi. On n'est pas du tout, on joue pas dans la même cour, c'est pas la même catégorie, c'est pas la même chose. Bon, après qu'elle soit glamour, c'est quand même le minimum. Enfin, c'est un peu ce qu'on leur demande quand même à ces filles-là. Je veux dire, sinon, si vous voulez un peu moins glamour et plus rustique, il y a un concours de Miss agricole qui a été lancé, et les filles sont très jolies aussi. Mais c'est vrai que sur Facebook, voilà, c'est plus particulier. Mais sinon, voilà, c'est quand même une émission sympathique qui fait de mal à personne. Que effectivement on n'est pas forcé de la regarder, et puis les filles sont superbes. Je suis juste un peu étonné parce que on a l'impression qu'elles font toutes les mêmes études Elles font beaucoup d'études de commerce, voilà, ou de communication. Mais après on voit jamais ces filles-là faire ce boulot-là. On voit jamais quelqu'un qui dirigerait une boîte, qui a fait son école de commerce, je suis une ancienne Miss France. Non, jamais, ça va jamais. En fait, on a l'impression qu'elles font des études juste pour pouvoir le dire au moment du concours. On ne sait pas ce qu'elles deviennent aussi. Après. Si, moi je les celles qui sont Miss France, Jean-Luc, c'est ce qu'elles deviennent. Moi j'ai un immense regret. J'ai un immense regret. Oui, bien sûr, mais en plus j'adorais Geneviève de Fontenay. Cette dame capable de faire le grand écart entre son admiration pour Arlette Laguiller et les paillettes de TF1. Moi, je trouvais ce personnage formidable et très française finalement. Donc elle savait elle savait être d'extrême gauche tout en passant sur TF1. Moi je trouve ça formidable. Je regrette Geneviève de Fontenay pour les Miss. Oui, je suis d'accord. Elles sont de plus en plus intelligentes. L'autre jour, on débat beaucoup aujourd'hui de la théorie du genre.
Alors, excusez-moi, je vais peut-être un peu loin avec ça, mais justement, j'ai l'impression qu'il y a une resexualisation dans la société. C'est-à-dire que les femmes sont maintenant beaucoup plus avec des talons hauts, etc. Les mecs, alors il n'y en a qu'un parmi nous, mais ont de plus en plus la barbe. C'est-à-dire qu'ils se sentent plus hommes, les femmes plus femmes, alors que tout le monde combat, tout le monde combat la théorie. Le premier sexe de Zemmour, il avait encore raison. C'est dur. Je trouve que les hommes font ressortir leur part féminine de plus en plus. Ah oui, de plus en plus. Oui, vous dites qu'ils ont tous la barbe maintenant. Non, les hommes non, ils n'ont pas la. Les hommes se maquillent petit à petit, ils s'épilent, ça devient les instituts de beauté. Oui. Ils prennent des petits costumes bien serrés. Non, mais se soigner, ça ne veut pas dire se féminiser. Ah non, mais ils ont un côté. C'est pas parce qu'on ne se laisse pas pousser des moustaches au-dessus des yeux, comme certains présentateurs de télévision à une époque, qu'on accepte une part de féminisation. Mais en quoi faire ressortir sa part féminine est insultant? Mais c'est pas du tout insultant, c'est juste. Moi, je trouvais qu'au contraire, il y avait. Il y a des gens qui combattent beaucoup la théorie du genre en disant oh là là, il faut bien faire la différence entre les hommes et les femmes. J'ai l'impression que, justement, il y a une plus grande différence qu'à un moment. Il y avait plus une désexualisation. Aucun homme ne s'est présenté à Miss France. Pas encore. Mais pourquoi il n'y a pas Miss? Mais regardez Conchita Wurst. Voilà, si vous Conchita Wurst. Le concours de l'Eurovision, c'est exactement. C'était quand même un être barbu. Féminin. Non, mais regardez le film, je ne sais pas si vous l'avez vu, Une nouvelle amie avec Romain Duris qui est formidable, où il se transforme en femme. Et c'est un film, c'est coup de cœur. Film coup de cœur. Film coup de cœur. C'est vous qui l'avez vu, alors on se demandait. Non, moi je l'ai vu aussi. Vous faites deux, alors. Je vous signale qu'il y a un film qui sort comme ça avec Guillaume de Tonquédec, vous voyez, Guillaume de Tonquédec qui joue dans Fais pas ci, fais pas ça, où il se déguise en femme aussi, ça sortira au mois de janvier, et ça c'est carrément un ovni. Donc vous n'êtes pas d'accord avec moi sur la resexualisation de la société? Moi je suis d'accord avec vous. Non, pas tout à fait. Et pourquoi on ne fait pas de Mister France? Il y a des pays où il y a des talons hauts. À un moment, il n'y avait plus de femmes qui portaient des talons hauts. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes en portent. Ah oui. Il y a des talons hauts? Non. C'est tellement joli. C'est tellement joli. Non, mais ça peu importe. Mais... Oui. Je sais pas, vous les remarquez peut-être plus. Alors, on va passer à un autre sujet. C'est un joli mollet. Qui est le sujet de l'identité, qui me paraît un sujet intéressant. Il y a eu à Coignières un référendum qui n'est pas un référendum légal sur l'élargissement de la communauté de communes. Et les habitants de Coignières ont voté à 97% contre cet élargissement. C'est une façon de dire, on veut rester chez nous. On regarde un sujet, puis on en parle tout de suite après. 97,90% pour dire oui au maintien de la communauté de communes des Étangs dans son périmètre actuel, comprenant Coignières, Maurepas, les Brévières, les Essarts-le-Roi et le Perret en Yvelines. À voter. Merci, Monsieur Vallot. Une consultation populaire organisée comme une vraie élection avec son président de bureau, son isoloir, son urne et ses assesseurs. 2 bureaux de vote étaient ouverts, dont l'un en mairie. Je souhaitais que cette consultation ne puisse pas être contestée et donc je l'ai organisée comme on organise n'importe quelle autre élection municipale par exemple. C'est-à-dire donc que les gens votent de 8h du matin à 20h le soir. Près de 36% des électeurs coignériens se sont déplacés ce dimanche. Les habitants ne veulent pas du projet du préfet de région d'inclure leur village dans une grande intercommunalité à 800 000 habitants, incluant 50 ans en Yvelines, Versailles-Grand-Parc ou encore le plateau de Saclay. 800 000 habitants ou 200 000 habitants, on n'a rien à y faire, nous. On a tout à perdre d'ailleurs. En étant une petite commune telle qu'on est, on arrive mieux à gérer que les grosses agglomérations. À chaque fois, ça part en tous les sens. J'ai déjà voté pour ne pas être dans 50 ans en Yvelines il y a des années et des années. Et je ne vois pas du tout pourquoi nous, communes, Coignières petite, on irait se mettre avec un grand ensemble comme ça. Nous laisse espérer ou penser que nos impôts augmenteraient énormément. Si on rentrait pour rembourser les 400 millions de dettes de 50 ans en Yvelines. Les résultats de cette consultation populaire, qui n'a aucune valeur légale, seront adressés au préfet des Yvelines et au préfet de région. Ce dernier doit rendre son arbitrage sur la super intercommunalité à 800 000 habitants à la fin du mois de février 2015. Une superstructure qui ne convainc pas au-delà des frontières de Coignières. La communauté d'agglomération de 50 ans en Yvelines et celle de Versailles-Grand-Parc ont également émis un avis défavorable. Alors, Florence, vous remarquez que dans ce sujet, il y avait plutôt des personnes âgées. Je suis un peu interloquée. Alors, est-ce que seules les personnes âgées ont été mobilisées par le sujet et sont venues voter et que... 97,7%. Oui, mais c'est quand même énorme. Hein. Non, mais c'est énorme. Mais effectivement, si la question, c'est s'il n'y a que des personnes âgées, on peut comprendre qu'elles peuvent avoir une crainte, qu'elles n'ont pas très envie de changer.
Donc, voilà, je m'interrogeais. C'est un vrai sujet, puisque là, on dit qu'il y a trop de communes en France, il faut supprimer un certain nombre de communes, il faut se regrouper. Mais est-ce que les gens... la crise de l'identité, elle se ressent avec une société qui est de plus en plus mondialisée, et le besoin d'appartenance, on peut comprendre ça, non? Oui, non, tout à fait, on peut le comprendre. Simplement, je crois que la difficulté dans tout ce problème politique, c'est qu'il n'y a pas de lisibilité. Parce qu'on est en train de vous dire, vous avez une commune dans un département avec une communauté d'agglomération de 50 en Yvelines, en l'espèce, qui englobe cette commune, et puis après on va avoir des intercos, et puis après on va avoir ce monstre de 800 000 habitants. Donc je pense que les gens sont un peu perdus, ils se disent, on est quand même les spécialistes du millefeuille, est-ce qu'on va encore en remettre une couche? Donc je pense qu'avant peut-être d'arriver à ces intercommunalités de 800 000 habitants, il faut peut-être déjà leur expliquer, expliquer ce que c'est et pourquoi on se dirige vers une intercommunalité et à quoi ça va servir. Et je ne sais pas si les gens qui sont allés voter ont eu une information politique, économique, sociale, de logement, de transport. Est-ce que vous voulez être plus nombreux ou pas? Voilà, c'est sûr, si on leur dit vous êtes dans votre petit village avec la boulangerie, l'église, et vous allez vous retrouver avec 800 000 avec quelque chose d'énorme. Ça fait beaucoup à Coignères, oui. Ça fait beaucoup à Coignères, ça c'est sûr. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit bien, d'ailleurs Marine Le Pen surfe allègrement sur ces thématiques-là, sur du restons chez nous. Enfin, voilà, et c'est inquiétant, mais je peux comprendre que les gens sont inquiets en disant on est bien dans notre petit village, on sait où on va, on sait où on est. L'inconnu et le saut dans l'inconnu est toujours inquiétant. C'est pas tant le restons chez nous, je pense que les Français en ont ras-le-bol d'être emmerdés. Et en fait, on a toujours l'impression qu'on vous emmerde. C'est-à-dire que les gens sont tranquilles dans un village et maintenant on va leur dire mais c'était bien, ça fonctionnait, mais on va tout vous changer, vous allez voir, ça va être mieux. On sait d'expérience que ce n'est jamais mieux, très rarement, en tout cas des réformes administratives qui sont quand même bourrées d'emmerdements, mais à foison. C'est-à-dire que le type qui a été voté, je le comprends tout à fait, à mon avis, il va avoir un bureau de poste à 200 mètres de chez lui, il sait très bien qu'une fois que cette intercommunalité sera votée, le bureau de poste, on en fera un plus gros, il faudra qu'il prenne le bus pour y aller. Entre-temps, on lui aura interdit... Heureusement, Ségolène Royal a lutté, mais enfin, on a interdit de faire du feu dans la cheminée. Enfin, je veux dire, on n'arrête pas d'emmerder les Français tous les jours. Et plus on leur demandera leur avis, plus ils seront là en train de dire, mais non, ça va, on n'en veut pas. Arrêtez de tout changer. De temps en temps, on pourrait juste respirer. Et l'intercommunalité, c'est peut-être très intelligent, mais c'est impossible d'expliquer. En même temps, il faut bien réduire le millefeuille administratif. Oui, mais enfin, il y a aussi d'autres trucs, à mon avis, très importants en France avant de régler les problèmes du millefeuille administratif. À mon avis. On va laisser Jean-Luc répondre à son téléphone. Oui. Sephora? Je n'ai pas tout à fait la même lecture. Répondez, Jean-Luc. Qui c'est? Pardonnez-moi. Oh, décidément. Mais non, c'est pas grave. Oui, par rapport à ça, j'ai pas tout à fait la même lecture. Il faut savoir que 97% des votants se sont... Des votants, non, bien sûr. Attendez, c'est un référendum qui n'a aucune valeur légale. Mais il n'y a que 37% de la population de cette communauté des communes qui a voté. Donc, il faudrait savoir quelle est la tranche d'âge des votants, quels sont les gens qui se sentent concernés. Oui, enfin, une élection partielle, vous n'avez pas beaucoup plus de votants. Et puis, vous n'allez pas faire votre Jospin qui n'aime pas les vieux et qui considère que... Non, pas du tout. Je ne sais pas pourquoi un vieux serait moins intéressant que les autres. Mais non, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est suivant le profil socio-culturel du votant, on comprend d'autant plus s'il se prononce contre ou s'il se prononce pour. Si les gens qui se sont mobilisés ce jour-là ne représentent que la tranche d'âge des seniors, oui, on comprend que ce soit un vote négatif. Mais là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que... Moi, je suis d'accord avec Jean-Charles. Pourquoi les seniors voudraient plus parce que ça rejoint exactement ce que disait Florence. C'est peut-être une idée reçue, hein, non? Oui. Je suis pas persuadée. Je pense que pas tous, mais les seniors, dans l'ensemble, ont plus peur de l'ouverture. Les seniors sont plus réac que les... Non, pas réac. Ont plus peur de l'ouverture parce qu'ils se sont peut-être moins en capacité de contrôler la nouveauté, le changement qu'on cherche à leur apporter. Je crois qu'il faut se méfier des idées reçues. Mais enfin, bon. Moi, je suis pas sûre. Jean-Luc, oui. J'ai beaucoup de respect pour M. Pailleux, qui est un maire assez formidable et qui a fait de sa ville une ville honnêtement en avance dans son temps. Coignères, ne l'oubliez pas, fut une des plus grandes communes à vocation commerciale en France à partir des années 60. Mais je vous attends juste une seconde. Coignères, c'est bien cette espèce de truc horrible. Oui, sur la nationale 10, absolument. C'est le pire truc. Et donc ils veulent rester là. Non, ça a mal vieilli. Ça a mal vieilli. Mais mal vieilli parce que après Coignères est arrivé Plaisir, Saint-Quentin en Yvelines, évidemment sur Montigny, Vélizy, Paris 2, etc. Mais Coignères a été quand même, grâce d'ailleurs à la famille Dassault, une grande commune à vocation commerciale. Bon, alors,
Ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire que les gens qui sont installés avec leur commerce à Coignières ne votent pas à Coignières. Ils habitent ailleurs. Ah oui. Oui. Donc à Coignières, vous avez une population qui est très attachée à son village, mais qui est en même temps une population qui n'a aucun souci financier. À Coignières, on paye peu d'impôts. À Coignières, on a des avantages importants, grâce d'ailleurs au maire, M. Pailleux, qui a su parfaitement bien gérer sa population. Mais bien sûr, ça explique bien. Il faut aller au fond des choses, vous savez. Et Coignières est une circonstances locales. Non, mais c'est vrai. Coignières est une commune très à l'aise, dans laquelle les gens, comme tu le dis, mon cher Jean-Charles, n'ont pas envie d'être emmerdés. Donc ils se disent, oh là là, on va aller dans la ville nouvelle, mais qu'est-ce que ça va nous faire de plus que ce que nous avons déjà? Les habitants de Coignières sont assis sur un très confortable magot et ils n'ont pas envie qu'on vienne le leur bouffer parce qu'en réalité, ils ont compris que l'appartenance future à une intercommunalité et éventuellement à rejoindre cette ville allait finalement entamer leur magot. Alors, on peut comprendre ce vote. Maintenant, comme le disait Florence à juste titre, il faut plus d'informations et il faut également que nos amis français, capables de voter dans leurs droits, puissent exprimer les choses avec une information plus vaste, plus large, ce qu'on ne leur donne pas à l'échelle communale, pas plus qu'à l'échelle nationale. Enfin, je veux dire, tous les gens peuvent se renseigner par eux-mêmes. Les jeunes, peut-être plus que les vieux, puisque les vieux, visiblement, n'ont pas beaucoup de capacité. J'imagine que les jeunes peuvent surfer sur Internet, acheter un journal local et se renseigner, et éventuellement aller voter si ça les intéresse. Donc là, pourquoi est-ce que les jeunes ne votent pas? C'est ça la vraie question. C'est pas de savoir pourquoi les vieux votent. Non, mais attendez, on a dit d'après les images, voilà, qu'on voyait beaucoup. On ne sait pas comment était constitué le collège électoral. Je pense que les citoyens qui votent, ce sont tout simplement les gens qui se sentent concernés par la question posée. Je pense que les jeunes, un agrandissement ou non à une communauté, ça les importe peu. On se sent relativement peu concernés. Ceux qui se sentent peut-être plus menacés, ce sont peut-être les seniors. Non, mais je suis d'accord, c'est pour ça que le peu de participation dans une élection, moi, ne me dérange jamais. Si les gens ne se déplacent pas pour voter, c'est qu'ils s'en foutent, tant pis pour eux. Mais donc moi, je veux dire, même s'il y a que 20% des gens qui viennent voter, c'est très bien. Ah non, on ne peut pas laisser dire ça. Ah mais si. J'ai beaucoup de respect et d'affection et d'amitié pour toi, mais on n'a pas le droit de dire ça. Là, à 75% d'abstention à l'élection législative pour remplacer Barrot, c'est juste une catastrophe. Oui, mais ça veut dire quelque chose. Donc, mais Patrice a raison, c'est révélateur. Pardon d'être un peu radical, mais c'est pour ça que nous sommes là. Finalement, c'est pour le dire. Mais je suis pour le vote obligatoire. À la Belge. Parce qu'on ne peut pas se plaindre d'avoir une représentation qui marche cul par-dessus tête et en même temps pas les voter. Juste une petite précision. La Belgique est le seul pays d'Europe où on est obligé de voter et le seul pays au monde à être resté 18 mois sans gouvernement. Alors c'est comme ça quoi... veut dire que ça marche quand même. Ça n'a plutôt pas mal marché sans gouvernement. Mais peut-être que l'administration belge est parfaitement capable parce que l'administration finalement a été modélisée dans un pays extrêmement démocratique, qui est un exemple dans toute l'Europe. Et on peut s'intéresser sur le fait que l'administration en Belgique est peut-être héritière de la notion du vote populaire et par conséquent fait tourner le pays sans avoir besoin de leaders politiques. C'est très intéressant. On ne peut pas faire un débat là-dessus, mais ça durerait 3 heures. Mais je trouve ça très très intéressant. C'est une monarchie aussi. Nous, c'est l'administration qui pond les politiques. Il se pourrait qu'en Belgique, ce soit les politiques qui pondent l'administration. Et c'est une autre vision de la société. C'est aussi une monarchie, ce qui veut dire que l'État continue. Je ne te le fais pas dire, mon cher Patrice. Juste un mot, alors, justement sur ces consultations. Vous disiez, au fond, voilà, et vous avez peut-être raison, les gens ne veulent pas être emmerdés. Mais est-ce que ça ne pose pas le problème de ces démocraties locales, de ces référendums locaux, initiatives populaires parfois, comme certains le veulent? Est-ce qu'on peut interroger les gens sur tout et sur n'importe quoi? Et est-ce que ça ne va pas, dans ce cas-là, entraîner des blocages terribles? Parce qu'il y a des réformes qui sont nécessaires. Ça se fait en Suisse et ça a l'air de bien fonctionner, mais bon... Mais alors en Suisse, c'est pareil. En Suisse, ils votent pour des choses qui vont avoir lieu éventuellement dans 5 ans. Donc c'est totalement déprimant. Enfin, donc intellectuellement, quand on vote, on a envie que les choses changent vite, pas dans 5 ans. Et puis cette tarte. Non, mais je parle parce qu'il n'y en a pas en France. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un peu cette tarte à la crème là, que tout le monde nous impose. Tout le monde n'a plus que ça. C'est la démocratie participative. D'abord, je ne sais même pas ce que c'est qu'une démocratie qui ne serait pas participative. Donc je ne vois pas bien la différence. Et puis on ne peut pas demander sans arrêt aux gens leur avis, sinon on n'avance pas, on va reculer. Voilà, c'est ce que je disais. Non, mais est-ce que c'est pas sous prétexte de démocratie
démocratie, est-ce qu'on ne bloque pas les choses, quoi? Est-ce qu'on n'a pas tendance aussi, par l'accélération des informations, de ce qui se passe à travers la communication par le numérique, à être amené à changer d'avis souvent? C'est un vrai problème. Là, nous avons par exemple, sur le plan démocratique dans notre pays, un président élu pour 5 ans et une assemblée de députés également élus pour 5 ans. On s'aperçoit que très peu de temps après que le président ait été élu et qu'il ait obtenu la majorité à l'Assemblée, d'un seul coup, les Français, longtemps, des amours, il est aujourd'hui, je crois, à 14%, ou voire même en dessous, de code de popularité. Pour autant, est-ce qu'il faut refaire l'élection présidentielle? Non. Certainement pas. Mais en même temps, je pense qu'il faut que le peuple, qui est souverain, c'est lui qui dirige, c'est lui qui commande, soit mieux formé, mieux informé, et il ne l'est probablement pas suffisamment. Le peuple est parfaitement informé. Quelqu'un en France qui se dit mal informé, c'est qu'il n'a pas envie d'être informé. Voilà, c'est un malhonnête. Enfin, non, mais peut-être que les municipalités ont... Après, on simplifie aussi beaucoup les choses. Non, mais sur des actions purement locales, comme le cas de Coignères, par exemple, je ne sais pas quel est le degré d'information que les gens ont pu avoir. Donc, il y a une responsabilité des maires de donner une information qui soit neutre et qui ne soit pas orientée, parce que si le maire de Coignères il est contre, il a le droit d'être contre. Mais c'est aussi dans son devoir de maire d'informer les gens avec les pour, les contre. Voilà le projet du préfet. Voilà les gens qui sont pour disent ça, les gens qui disent qu'ils sont contre ça. Et voilà. Mais encore une fois, chaque conseil municipal est ouvert. Tout le monde peut y aller. Tout le monde sait qu'on peut aller au conseil municipal. Il y a suffisamment de place. Les portes sont obligatoirement ouverte, il y a obligatoirement une séance de questions avant le début du conseil municipal. Donc, si on a envie de s'informer, on peut y aller. Enfin, le type qui est pas qu'il y ait 2000 personnes qui arrivent. Mais si un type qui habite Coignères, qui ne sait pas où est la mairie, bon, bah, ça, c'est un autre problème. Non, mais c'est pas. Non, mais tu peux organiser des réunions. Non, mais surtout que c'est un sujet qui est important, quoi, d'évolution. Ça, ce sujet lancé par le préfet. On va avoir un référendum. 97% des gens qui sont contre. Ce référendum n'a aucune valeur légale. Donc le préfet peut faire ce qu'il veut. Mais de toute façon, évidemment, c'est une façon de l'empêcher de faire ce qu'il veut. C'est assez pervers. Mais de toute façon, il y a quand même une époque, les choses changent, parce que le dernier grand référendum sur l'Europe, où la totalité, la majorité de la France avait voté non, et finalement, on a refait un autre référendum pour qu'on vote oui un an après. Non, on n'a pas fait de référendum. Je veux dire, ça a été... On a fait un autre traité. Voilà, mais ça a été totalement inefficace. Donc les Français avaient dit non, bon, et finalement, ça a été oui. Non, mais je suis content du résultat, je suis content que finalement ça soit fait. Voilà, mais pour en venir au problème de l'identité, c'est un vrai problème dans certaines communes. Et vous participez lundi, je crois, à Voisins-le-Bretonneux, à une réunion. C'est mardi soir. Mardi soir à Voisins-le-Bretonneux à 20h30. Il y a une réunion sur le cluster du Paris-Saclay. Alors le cluster, c'est tout le plateau, le pôle d'excellence qui est sur le plateau de Saclay, avec les grandes écoles, les universités et le développement de start-up, de chercheurs, de liens entre la recherche, l'université et le monde de l'entreprise, et essayer de développer tout cela. Et il y a une réunion justement mardi, la maire de Voisins-le-Bretonneux nouvellement élue organise une réunion d'information auprès des citoyens sur ce que c'est que ce cluster de Paris-Saclay, quelles conséquences ça peut avoir sur Voisins-le-Bretonneux, parce qu'elle a des remontées, notamment qu'elle a eues pendant la campagne municipale, d'habitants de Voisins-le-Bretonneux inquiets en se disant, mais le cluster Paris-Saclay, le projet, c'est 3000 logements, des logements sociaux, des logements d'étudiants. Et je crois que ça fait un peu peur aux gens de voir arriver des tas de nouvelles têtes sur le territoire. C'est un peu la même problématique. C'est un peu la même problématique que Coignères. Alors c'est autre chose parce que c'est un autre débat. Pas pour les mêmes raisons. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y a une démarche là d'une maire qui dit je vais les choses assez à l'avance. Absolument, je vais inviter. Il y a le président de la fondation, M. Vernet, qui va être là. Il va y avoir Robert Cadalbert comme mémoire de Saint-Quentin-en-Yvelines et du démarrage de ce plateau de Saclay. Et puis, il va y avoir deux personnalités qui représentent des associations de grandes entreprises qui aident au développement du cluster, et moi, sous ma casquette du MEDEF 78. Et c'est très intéressant de voir les liens entre la recherche, le savoir, et ensuite l'action, le développement, parce qu'en fait, l'idée... Et la vie des gens. Absolument, parce que juste pour terminer, ce cluster a été lancé par Nicolas Sarkozy en 2008. Il a voulu le lancer comme challenge pour faire une Silicon Valley. Voilà. Est-ce que, juste une précision à propos de savoir, est-ce que cluster, c'est un acronyme, un terme anglais? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un terme anglais. C'est un terme anglais. Oui, c'est un terme anglais. Donc on n'a pas de terme français? Si, on peut dire pôle d'excellence. Pôle d'excellence ou les pôles de compétitivité. Oui, mais il s'appelle comme ça.
Oui, non, mais enfin, ça fait plus chic. Nous, on pourrait lutter. On pourrait, si c'est un pôle d'excellence, appelons-le pôle d'excellence. Le cluster, franchement, je ne connaissais pas le terme, je ne sais pas. Vous connaissiez, vous qui êtes jeune? Non. Non, je ne connaissais pas non plus. Quand on vous demande où vous habitez, enfin, vous sentez d'où, en fait? De Saint-Quentin, Vous sentez cluster? Je ne vous demande pas votre adresse, hein, mais... De Saint-Quentin, c'est vrai. Alors, je me souviens, tout au cours de mon parcours scolaire, il y avait une forte mobilisation, la citoyenneté européenne. Ouais. Sentons-nous européens? Et c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais pas spécialement européenne. Et c'est vrai qu'à force de voyager, d'aller en Europe, juste à côté de chez nous, petit à petit, prend la greffe et je me sens davantage européenne. Mais oui, très sincèrement, je me sens de la région. Est-ce que vous vous sentez chinoise? Ma foi, assez peu. Il va falloir se le sentir, je pense, parce qu'on a appris cette semaine que la Chine était devenue la première puissance économique mondiale. Et puis, il y a eu cette affaire du rachat notamment de l'aéroport de Blagnac à Toulouse, qui avait chanté Nougaro, notamment. On dit que peut-être, d'ailleurs, les Chinois investiraient bientôt à Saint-Quentin en Yvelines. Alors, on va faire comme les hebdos, comme ça, qui titrent toujours « Faut-il avoir peur ?» Faut-il avoir peur des Chinois? On a peur de tout. Faut-il avoir peur des feux de cheminée? Faut-il avoir peur? Moi, je trouve ça très bien que les Chinois... Le vrai débat, c'est pas les Chinois ou pas les Chinois, c'est ce qu'il fallait vendre l'aéroport. Ouais. Après, une fois qu'on décide de vendre l'aéroport... Une partie, en tout cas. Oui, non, mais ce qui est assez curieux, c'est que c'est un aéroport qui est rentable et qui est en plus dans une région qui est quand même importante pour l'aéronautique française. Donc, il y a quand même un problème d'image mondiale qui est un peu curieux. Et c'est vrai que c'est là qu'on construit Airbus, notamment. Qu'on construit Airbus, les hélicoptères. C'est quand même la capitale aéronautique européenne, française et européenne. Et donc, de vendre ça, c'est curieux. Maintenant, après, une fois que la décision est prise de vendre, qu'on vende aux Chinois, aux Américains ou aux Moldaves, franchement, ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est que les Chinois ont de l'argent, au moins, et ils investiront sûrement correctement pour en faire quelque chose de bien. Voilà. Ce qu'ils ont fait au port du Pirée, c'est-à-dire qu'ils ont acheté le port du Pirée. Le port du Pirée est en expansion formidable. Voilà. Donc, moi, à titre personnel, je connais bien la Chine et les Chinois. Je n'ai pas peur des Chinois et voilà, je dors tranquille. Jean-Luc ? Alain Perfit qui a écrit quand la Chine. Vous allez ouvrir un restaurant chinois. Non, mais alors, par contre, puisque vous abordez ce sujet majeur, il est clair que nous, dans notre pays, sur 80 000 restaurants qui servent leurs clients à table, 60 000 servent de la cuisine ethnique et 20 000 seulement de la cuisine française. D'accord ? Vous pouvez voir les chiffres quand vous voulez. Et il se trouve donc que dans les 60 000 qui servent de la cuisine ethnique... Quand vous dites ethnique, vous ne comptez pas les Italiens, par exemple? Si, bien sûr. Si, vas-y. Tout ce qui n'est pas français. Dans les 60 000 restaurants servant leurs clients à table qui servent de la cuisine ethnique, une grande partie sont des restaurants orientaux. Voilà. Alors, bon... les restaurants japonais belle lurette, japonais, chinois, vietnamiens, thaïlandais, etc. Non, ça, c'est français. Réjouissons-nous, d'ailleurs. Ils ont d'excellentes spécialités. Donc, pour revenir à la Chine, Alain Perfit, qui était un visionnaire, a écrit, et quelque part dans ce qu'il écrivait, on aurait pu avoir peur. Cependant, aujourd'hui, la Chine est en train de devenir un des premiers pourvoyeurs de clientèle touristique dans le monde. Il y a 10 ans, il n'y avait pas un seul touriste chinois. Aujourd'hui, 150 millions d'entre eux, c'est-à-dire pas loin de 10% de la population, se baladent sur la planète. Et j'aime autant vous dire que les apports de cette clientèle en devises dans notre pays sont absolument essentiels. Alors maintenant qu'ils aient acheté une part minoritaire de l'aéroport de Toulouse ne me gêne en aucun cas, étant entendu que l'autre candidat aéroport de Paris a perdu la bataille à 50 millions d'euros près, mais pour autant l'aéroport de Paris, société privée, est aujourd'hui manager sur un grand nombre de grands aéroports internationaux. Donc bon, les Chinois ont été plus forts. Dommage, pour nous, on aurait dû probablement mettre un peu plus au pot pour pouvoir garder l'aéroport de Toulouse. Cependant, les échanges mondiaux sont là. Qu'est-ce qu'on va aller chercher à freiner ça? Nous sommes en plein dans la mondialisation. À nous de nous habituer à cela, de ne pas faire en permanence une espèce de réserve et de fermer nos frontières. C'est bien idiot et ça irait aux dépens de la population. Est-ce que justement le travail des politiques, ce ne serait pas de faire en sorte que les zones géographiques puissent accueillir des investisseurs, des capitaux nouveaux qui sont créateurs d'emplois? Bien sûr, à condition que nos leaders politiques connaissent mieux l'entreprise qu'ils ne le connaissent, aujourd'hui. Il y a un projet qui est absolument magnifique à l'aéroport de Châteauroux. Là, ça m'étonne qu'on n'en parle pas parce que c'est acheté par les Chinois.
l'aéroport de Châteauroux, un aéroport... Qui était longtemps aux Américains. Voilà, aux Américains. Et c'est un des seuls endroits où on peut poser dans la région en 747 sans problème. C'est des pistes absolument gigantesques. Et il y a un projet chinois... Et personne ne se posait à Châteauroux. Voilà. Mais il y a un projet chinois colossal et qui est très avancé et qui est beaucoup plus important et qui va être créateur de beaucoup d'emplois, mais qui va être une sorte de tête de pont économique pour toutes les marchandises qui arrivent de Chine et quelques-unes qui, on espère, pourront repartir de France vers le reste du monde. Mais voilà, donc les Chinois sont là et tant mieux. C'est vrai le fait que, au fond, l'un des derniers pays communistes devienne la plus grande puissance capitaliste. C'est une bonne chose pour eux. Alors, au détriment de certains, il ne faut pas se leurrer. Je crois qu'il y a vraiment de grandes disparités en Chine, pour y avoir été aussi plusieurs fois. Le riche chinois est bien loin du quotidien du petit paysan qui marche pieds nus dans sa maison. Après, oui, je suis assez d'accord. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de cette psychose autour du libéralisme, mais on est en train vraiment de vendre un peu tout notre patrimoine. Tous les grands hôtels parisiens ont été vendus, alors aux Saoudiens, aux Émirats, pas aux Chinois. Le domaine de Gevrey-Chambertin a été vendu à un investisseur de Macao. Ouais. La Tour Eiffel, alors je ne sais pas si ça a été finalisé, c'était en pourparlers au printemps dernier. En fait, je trouve ça un petit peu dommage que la France ne réussisse pas à mieux gérer. Qu'est-ce qu'il faudrait garder notre patrimoine historique, culturel Enfin, c'est pas très gênant parce que je n'étais pas du tout au courant de ces trucs sur la Tour Eiffel, mais c'est assez difficilement transportable. Oui, c'est le fonds de commerce. Je ne suis pas très inquiet. N'importe qui peut acheter la Tour Eiffel, mais moi qui est ouverte au public et qu'elle reste la voilée. Dans les vins, il y a eu beaucoup d'investisseurs, dans les vignobles. Ça n'a pas donné des trop mauvais vins, non? Ce qui me paraît intéressant, nous sommes le pays qui accueillons le plus de touristes au monde. Bon, alors on peut discuter sur les chiffres, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que nous sommes une destination touristique extrêmement importante à l'échelle de la planète. Et je pense que nous serions bien inspirés de développer cette industrie qui est aujourd'hui très, très mal développée. Je fais partie de cette industrie puisque l'hôtellerie, la restauration, mais aussi les bars, les cafés, etc. Quel est votre pourcentage de clients étrangers? Alors, écoutez, sur le restaurant Les Templiers à Elancourt, je dirais, allez, 10 à 15%, essentiellement d'ailleurs grâce aux entreprises internationales qui sont autour de nous. D'accord. Nous n'accueillons que très peu de clientèle touristique pure venant de l'international. On a eu quelques Russes, Chinois qui viennent sur les Yvelines de plus en plus. Les Russes, hélas, depuis quelque temps, ont mis un vrai grand coup de frein à leur déplacement. Parce qu'en fait, tout ce qui est tourné autour de la clientèle russe sur l'ensemble de l'Europe de l'Ouest a perdu entre 50 et 70% des clients issus de la Russie. C'est la même chose d'ailleurs sur l'ensemble des pays méditerranéens. Vous savez que les Russes sont de très gros clients en Grèce, très très gros clients en Grèce, en Italie, etc. Bon, ça reviendra, il ne faut pas se faire d'illusions. Mais la clientèle chinoise est en fort développement et autour de la Chine également, la clientèle qui vient de toute la péninsule asiatique se développe aussi. Le Japon un peu moins, parce que ça ne vous a pas échappé que le Japon traverse une crise économique depuis quasiment 20 ans. Il y a un peu de clients japonais quand même, qui dépensent de l'argent d'ailleurs quand ils viennent chez nous, mais elle est moins importante qu'elle ne pourrait être. Mais la clientèle chinoise est majeure. 150 millions de Chinois qui vont probablement représenter 300 millions dans les 10 ans qui viennent. Je ne sais pas si vous imaginez à l'échelle de la planète, c'est juste énorme. Et c'est pour ça qu'il faut ouvrir le dimanche. Alors voilà, j'allais y venir justement. J'allais y venir, non, mais c'est ça, tout à fait, on y arrivait. Justement, voilà, l'ouverture des magasins le dimanche. Alors, il y a deux problèmes. On peut parler du principe, si vous voulez d'abord. Après, peut-être de ce qui est prévu dans la loi. On ne sait pas, ça sera 7 dimanches, 12 dimanches. Ça a l'air d'être une loi encore un peu compliquée, me semble-t-il. Mais enfin bon, sur le principe même, vous-même... C'est un choix de société. Honnêtement, c'est un choix de société. Vous êtes ouvert le dimanche? Oui, bien sûr. On est ouvert 7 jours sur 7, comme la plupart de nos confrères. Sauf d'ailleurs, et c'est tout à fait intéressant de le constater, nous, dans la restauration, les établissements très haut de gamme à Paris intramuros, sont fermés le dimanche, samedi et dimanche. Souvent, mais pour d'autres raisons, sur les problèmes sociaux. C'est-à-dire qu'ils ont besoin d'un type de personnel très haut de gamme, très formé, et ces personnels ont évidemment des exigences. Ils ont envie de beaucoup travailler du lundi au vendredi, mais ils ont envie d'avoir leur samedi et dimanche, ce qui amène beaucoup d'établissements très haut de gamme à Paris à fermer les samedis et dimanches. Alors on peut s'interroger d'ailleurs de la raison pour laquelle on n'arrive pas à motiver des personnels de ce niveau pour travailler le samedi et dimanche aussi, étant entendu que si vous êtes très riche, en provenance de Chine, de Russie, d'Amérique latine, etc., vous n'avez aucun restaurant digne d'un 3 macarons Michelin qui soit ouvert le dimanche, par exemple. Il n'y en a pas. Bon. Alors,
c'est un long débat, on pourrait y revenir. Cependant, ce qui me paraît important... Même dans les grosses hôtels, si, peut-être les grosses... Non, même pas. Non, Non, j'exagère pas du tout. Non, les restaurants Trois Macarons sont la plupart du temps fermés le samedi et le dimanche, à quelques rares exceptions près. Je pourrais vous donner les noms et les chiffres quand vous voulez. Cependant, ce qui me paraît moins intéressant, encore une fois, c'est le choix de société. Oui, le dimanche. L'Angleterre a résisté très très longtemps à rester fermée le dimanche. Et puis, les zones urbaines, en commençant par Londres, on se dit, non, c'est pas possible. Parce que la planète entière vient chez nous, on ne peut pas fermer le samedi et dimanche. Donc maintenant, il y a la plupart des magasins à Londres, mais aussi à Berlin, mais aussi à Rome, mais aussi à Madrid, à Barcelone, sont ouverts le samedi et le dimanche. C'est comme ça. Alors, est-ce qu'on se plie à ça ? On est déjà obligé, parce que de toute façon, une grande partie des magasins sont déjà ouverts le samedi et le dimanche. Alors après, on dit 5, 7, certains 12, et puis tous... Eh bien, posons-nous la question sociétale. Est-ce que nous voulons sauvegarder un esprit de famille consistante à permettre aux gens de se regrouper, de se rassembler, d'être ensemble le dimanche ? Ou est-ce qu'on fait fi de ça et est-ce qu'on le balance, on bascule vers l'économie ? C'est un peu ce qu'a dit Martine Aubry récemment. Moi, j'ai quand même dans l'idée, Martine Aubry, c'est très rigolo ce qu'elle dit, mais j'ai quand même dans l'idée que les manifestations familiales, dont tu parles, elles sont quand même beaucoup plus sympas quand les gens ont du boulot que quand il n'y en a pas. Alors, je pense que le type, il est beaucoup plus content de louper son dimanche, mais d'avoir du boulot et de pouvoir nourrir ses enfants, que se dire, c'est merveilleux ce dimanche de chômeur avec toute ma famille, on n'a pas un rond, etc. Donc, franchement, cet argument, avec 5 millions de chômeurs, voilà, c'est ridicule. Oui, est-ce qu'on a le choix aujourd'hui ? Aujourd'hui, on n'a plus le choix. Alors, c'est vrai que, non, l'idée qu'elle défend, qui n'est pas sotte en soi, qui est de se dire, est-ce qu'on veut une société où les gens vont pousser leur caddie le dimanche. C'est vrai que c'est pas très gai, quoi. Je me méfie vraiment de Martine Aubry, parce que Martine Aubry, c'était la première, c'est la fausse inventeuse des 35 heures, et elle travaillait 70 heures par semaine, elle s'en vantait en disant, moi j'ai des journées de 18 heures. Alors, donc pour quelqu'un d'intelligent comme elle, 18 heures par jour, c'est bien, mais pour le peuple, 35 heures, c'est largement suffisant par semaine. Donc là, c'est pareil, elle dit, bosser le dimanche, il faut pas. Elle passe son temps à faire les marchés pour assurer ça. D'ailleurs, ça marche pas à chaque coup, sa réélection. Mais enfin bon, donc encore une fois, ce mépris pour le peuple de ces élites qui décident comme ça, non, vous n'avez pas besoin de travailler, allez voir vos familles le dimanche, mais qu'elle aille voir sa famille si elle veut et qu'elle laisse les gens aller bosser. Enfin, c'est aussi un peu infantilisant, quoi. C'est de faire croire que les gens ne sont pas capables d'eux-mêmes, en tant qu'adultes, de dire non, le dimanche, je ne vais pas aller faire mes courses si j'ai pas envie d'aller faire mes courses. Enfin, ils vont faire leurs courses la semaine, le samedi, et puis le dimanche. Il y a deux problèmes. Il y a en effet ce problème-là. Il y a le problème quand même et là-dessus des petits commerçants quand même. Oui, très grave même. Très grave. Qui est le vrai problème, me semble-t-il. Et vous connaissez comme moi plein de villes de taille moyenne qui ont aujourd'hui perdu la vie au centre pour aller vers les périphéries, dans des boutiques qui sont d'ailleurs ouvertes le samedi, le dimanche, les jours de fête, etc. Incontestablement, le choix de société, nous l'avons déjà fait. On ne pourra pas revenir en arrière. Alors, les belles paroles de Mme Aubry, je ne sais pas quel électorat elle cherche à toucher, ça ne m'importe pas beaucoup. Elle est d'ailleurs pas drôle, je la trouve, si jamais il y avait de l'humour dans ce qu'elle disait, je n'ai pas pigé. En même temps, it's too late pour revenir. Alors, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Voilà, la tendance lourde est déjà consommée, on est dedans, et il faut aller plus loin. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça permet de drainer des créations de richesses, faisons-le, grand Dieu. Maintenant, si on veut revenir en arrière et fermer les dimanches, ok. Mais alors, pour tout le monde et toute l'année. Mais attention, on va être tout seul. Hein. Ça va être dur. C'est vrai ? Moi, ne serait-ce qu'en tant qu'étudiante, je suis pour que le dimanche, on puisse travailler. Oui, l'ouverture, parce qu'effectivement, il faut travailler, on a besoin d'argent, les temps sont durs, on est étudiant de plus en plus tard. C'est payé double et ça représente une réelle opportunité pour nous. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui se dirigent vers Castorama, Leroy Merlin, parce que c'est ouvert. Et je rejoins pleinement Jean-Charles. Je pense que, comme il dit, passer un temps ensemble lorsqu'on a la disponibilité d'esprit, parce qu'on a de l'argent qui rentre pour assurer les factures chaque mois, on peut effectivement passer un bon moment ensemble. Mais si on est déprimé, avoir du temps libre, ça sert à rien. Et puis justement, les gens qui ont un pouvoir d'achat suffisant, qui ont envie de regarder un bon film en famille ou aller au musée, rien ne les en empêche. Donc justement, il faut laisser la possibilité aux autres de pouvoir opter pour ça. Avec
peut-être ce bémol. Enfin, en tout cas, est-ce que c'est normal aussi que les salariés qui travaillent le dimanche soient protégés, soient mieux protégés que les autres, qu'on négocie des hausses de salaire? Oui, il faut des compensations, ça me paraît normal. Oui, en l'état actuel de ce que nous sommes, de la société telle qu'elle est construite, c'est normal que les gens qui font l'effort de travailler le dimanche soient mieux rémunérés, protégés, et même un jour de récupération. C'est ce qui se passe d'ailleurs la plupart du temps dans tous les cas, sauf d'ailleurs dans la restauration où les salaires sont les mêmes, mais parce que nous sommes ouverts le dimanche depuis très longtemps. Les conventions collectives. Et puis les conventions collectives qui font que... Mais est-ce que là, on n'est pas encore... Enfin, on parlait tout à l'heure pour Coignard peut-être de blocage pour les réformes. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire un débat terrible pour quoi 7 ou 12 dimanches? Enfin, oui, je veux dire, c'est pas... 12 dimanches. C'est pour 12 dimanches maximum, quoi. Hein. Bah là, dans la loi, c'est indiqué qu'on passerait à 12, mais enfin, ils ont mis 12 pour pouvoir négocier en dessous. Donc, c'est ça. En fait, l'histoire, c'est que ça va se finir à 7. Hein, donc, c'est à peu près... 9 ou 20 ou à 10, on ne sait pas. Il y a beaucoup de villes et de centres commerciaux où c'est 52. Hein. Oui, parce que il y a des zones, mais bien sûr. Et après, il y a des dérogations locales, etc. Mais touristiques. C'est peut-être pas mal d'ailleurs de laisser quand même. Oui, c'est un débat de société, mais c'est peut-être non plus pas mal aussi de laisser aux pouvoirs locaux la possibilité de dire là, oui, il y a besoin, là, il n'y a pas besoin. D'autant que là, la boucle est bouclée. Il pourrait faire des petits référendums comme au début. C'est ça. On demandait. Éventuellement. On est toujours sur ce problème entre la réforme et le blocage. Enfin, c'est un vrai. Et c'est les vieux qui décident. Je pense que tu as raison au niveau du pouvoir des maires, parce que je lisais un article il y a peut-être une dizaine de jours sur Marseille où il disait que en fait ça n'a pas marché parce qu'il y avait des rues qui étaient commerçantes, puis après 3-4 rues pas commerçantes, puis après hop une commerçante, donc il n'y avait pas d'unité et du coup l'émulsion n'a pas prise et ça n'a pas très bien fonctionné. Donc si au moins au lieu de Paris une fois de plus on dit c'est tel type de zone, non, ce serait mieux que localement il y ait une harmonie. Un des points qui je trouve n'est pas suffisamment abordé, notamment dans la présentation de la loi Macron, puisque c'est de ça dont il s'agit, c'est le petit commerce. C'est vrai que le petit commerce de centre-ville qui a vraiment besoin de se développer devrait être ouvert aussi en centre-ville, et je dirais particulièrement en centre-ville, le samedi et le dimanche. Sauf que ça oblige évidemment à recruter. Et aujourd'hui, vous avez des quantités... Et qu'un petit commerce peut être ouvert si c'est son propriétaire qui... Et voilà, mais bien sûr, donc il faut pouvoir recruter. Et c'est tellement difficile. Moi, ce que j'appelle le petit commerce, c'est ce qu'on appelle globalement et depuis tout temps l'arabe du coin. Il y en a plein Paris. Il y en a à Versailles. Et ils bossent comme des malades. Ils sont ouverts toute la journée jusqu'à 2h du matin. Je veux dire, donc ils sont ouverts tous les samedis, tous les dimanches et tous les soirs jusqu'à 2h du matin. De leur magasin. Oui, non, mais je veux dire, ce petit commerce-là, il est extraordinaire et merveilleux. Et là, c'est des mecs c'est des gens qui bossent. Oui, donc, tout à fait d'accord. Sauf que quand on va dans les petites villes de province qui sont quelque part notre culture, à nous tous, on est tous issus de là, on se rend compte que les centres-villes sont fermés, désespérément, morts. Et si jamais ça devait être ouvert, comme le sont les magasins de périphérie, ça nécessiterait quand même vraiment une facilitation des recrutements, des charges, etc. Donc on ne va pas revenir sur le sujet, mais il me paraît essentiel que le politique, quelle que soit sa couleur, s'occupe un peu de ces sujets-là. Il y a probablement des centaines de milliers d'emplois à créer dans ce domaine. Et justement, en fait, un bémol que j'aimerais apporter par rapport à cette loi, c'est que l'objectif, c'est pour les touristes, les fameux touristes étrangers sur les champs, de pouvoir dépenser leurs sous dans les enseignes de luxe, mais également de créer de l'emploi. Ouais. Je pense que le souci avec cette loi, c'est justement en élargissant juste le nombre de dimanches, ça n'est pas suffisant pour que ce soit créateur d'emploi. On va demander aux salariés des entreprises de participer. Moi, je sais parce que j'ai été vendeuse, donc ça se passait comme ça dans mon enseigne. On dit, bon, bah, vous choisissez 1 ou 2 dimanches, et puis vous êtes obligé de travailler. Bon, alors obligé, pas obligé, de toute façon, c'est comme ça. Et je pense qu'il faudrait, dans cette loi, pour que ce soit efficace et créateur d'emplois, créer des quotas spécifiques. C'est-à-dire, il y a tant de quotas qui peuvent être alloués à nos salariés et tant de quotas pour lesquels, obligatoirement, on doit recruter du personnel. Sinon, ce ne sera pas créateur d'emplois. Ces 12 dimanches, ça va créer de la précarité et de précarité de l'emploi. C'est vouloir limiter pour faire plaisir à tout le monde. Comme toujours, on devient contre-productif. Toujours la loi Macron, mais qui vous concerne directement, Florence, c'était hier, jeudi, manifestation des avocats. Mercredi, manifestation des avocats, des notaires. Des huissiers, des commissaires-priseurs. Rappelez concernant les avocats les 3 raisons, c'est-à-dire l'ouverture des capitales à des investisseurs qui ne sont pas des avocats, la disparition de la postulation, c'est-à-dire qu'on ne sera plus obligé de faire appel à un avocat qui est inscrit dans tel ordre, dans l'ordre local,
pour vous défendre. Et puis la création de l'avocat salarié en entreprise sont les trois facteurs qui entraînent votre grogne. Là, quand même, on a vraiment l'impression que c'est une défense un peu catégorielle, non ? Bah oui, enfin, c'est clairement les personnes qui étaient dans la rue hier, on était 50 000. Oui, 50 000. Les chiffres varient entre 30 000 et 50 000. Donc ce qui est déjà beaucoup de jaguars, effectivement. Non, on a dû laisser en périphérie et prendre le métro parce que c'était un peu bouché. Donc oui, il y avait donc avocat, notaire, commissaire-priseur et huissier de justice. Alors on n'a pas tout à fait le même combat sur la loi Macron. Parce que nous n'avons pas de problème de numerus clausus, contrairement aux notaires. Ça sont les notaires. Ouais. Les notaires, eux, la loi Macron prévoit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des gens qui ont des diplômes. Aujourd'hui, un jeune qui sort après avoir fait 5 ans d'études, il doit acheter une charge et s'endetter. Il ne peut pas s'installer comme notaire. Donc la loi Macron a prévu justement d'abattre ce numerus clausus. Ce que je trouve, mais d'ailleurs c'est un avis. Non, mais je pense que c'est normal qu'on puisse s'installer librement. Nous, on s'installe librement. Donc simplement, la seule chose que notait le Conseil d'État, puisque le Conseil d'État a rendu son avis mardi, la veille, il expliquait qu'il y a quand même une rupture d'égalité, parce que les gens qui se sont saignés au cas de veine pour acheter une charge et qui se retrouvent maintenant avec des notaires qui vont s'installer, c'est un peu le même sujet. C'est un peu le même sujet lorsqu'on a supprimé la profession des avoués auprès de la Cour d'appel, qui ont été indemnisés. Ils ont été indemnisés. Sauf que là, sur les notaires, c'est pas prévu d'être indemnisés. Donc, ils auront toujours leurs emprunts à rembourser. Voilà, donc ça c'est pour les notaires. Ceux qui viennent s'installer les notaires l'année dernière. Voilà, donc il faut trouver un terrain d'entente. Mais en fait, que ce soit pour les avocats, les notaires, les huissiers, etc., la grosse problématique de la loi Macron, c'est que, on a bien vu que c'est une loi fourre-tout. Le dimanche, les avocats, les transports, il y a tout. Voilà, ça c'est un reproche. Il y a ça. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on n'a pas été consulté. Enfin, je dirais, il n'y a pas eu de consultation. C'est une loi qui a été prise à la hussarde. Et surtout, et ça le Conseil d'État l'a relevé, c'est qu'il n'y a eu aucune étude d'impact. Or, normalement, quand on prend un projet de loi, on doit obligatoirement faire une étude d'impact. Pas les conséquences. Donc, on prend des grandes décisions à la hussarde sans étudier l'impact que ça va avoir. Et si je fais court sur cette loi Macron par rapport aux avocats, c'est surtout une appréhension plus des avocats de province que des avocats à Paris et région parisienne. C'est une espèce de disparition, de désertification du milieu judiciaire dans la province. C'est-à-dire que les petits cabinets d'avocats qui se trouvaient dans des villes peu importantes, avec des tribunaux de grande instance devant lesquels ils pouvaient postuler et représenter les justiciables, dès lors qu'il n'y aura plus de postulation, ces cabinets-là vont mourir et vont fermer. J'ai entendu une avocate quand même ce matin sur une radio nationale qui disait la postulation, c'est quand même... Oui, je suis d'accord. Un truc qui emmerde les justiciables plus qu'autre chose. Mais clairement, vous êtes obligé d'aller prendre un avocat du coin alors que vous en avez un déjà un. Non, mais je suis tout à fait d'accord que, in fine, c'est pour le justiciable... Oui, parce que quand vous dites heureusement pour les justiciables... Mais les faits, ça veut dire que tous ces cabinets-là, si je vais jusqu'au bout, vont fermer boutique parce qu'ils n'auront plus d'affaires et ils ne pourront plus représenter sinon des devant affaires le tribunal. parce qu'ils sont obligés, parce qu'on est obligé mais oui, mais parce de la postulation, ça... Mais parce que vous avez des endroits en France où c'est quand même un peu le désert et où il n'y a pas d'affaires. Où il n'y a pas d'affaires, où il y a un vrai problème. Les commerces qui ferment, il y a oui, mais c'est la même chose. On peut pas regretter un manque de criminalité dans cette Non, mais je ne parle pas des crimes. Heureusement que le droit ne s'arrête pas qu'au pénal. Mais ça veut dire que si vous avez plus ces petits cabinets, ça veut dire qui va faire les permanences, qui va faire les gardes à vue, qui va prendre les aides juridictionnelles, qui va prendre les commissions d'office pour les gens du coin s'il n'y a plus ces cabinets-là. Puisqu'il va falloir coupler tout cela avec l'ouverture du capital. Donc ça veut dire que vous allez avoir des très gros cabinets qui vont s'installer au niveau des cours d'appel et sur des petits cabinets qui déjà ont du mal aujourd'hui à s'en sortir, ils s'en sortiront plus du tout. Et les gens, quand ils font le marché et qu'ils vont voir l'avocat, parce qu'en province, c'est un peu ça, dans les petites villes, les petits villages, ça se passe de cette manière-là, ils vont à la fin du marché voir l'avocat, et ils n'auront plus d'avocat. Alors la nature a horreur du vide, vous aurez des associations locales avec des gens qui n'ont pas fait de droit, qui viendront dispenser la bonne ou mauvaise parole. Et je pense que ça va dégrader considérablement le droit, ça va pas être bon pour les justiciables. Et c'est, je veux dire, là, le droit, c'est pas une boîte de petits pois, ça se traite pas de la même manière. Et c'est ce que je regrette, que tout ça soit piloté
du ministère des Finances, oui, de Bercy. Ah oui, ça, on a un peu de mal. Bercy est pas... que ce soit pas le ministère. On est auxiliaire de justice. On est auxiliaire de justice. On dépend, me semble-t-il, du ministère. Voilà, clairement, c'est une loi économique. Donc en fait, on traite. Alors, on va pas aborder peut-être le fond des choses, mais sur ces blocages là aussi. Mais il faut qu'on se modernise. Hein. Les avocats doivent se moderniser, les avocats doivent se bouger. Chaque fois que cette profession est concernée, on voit qu'elle se révolte. C'est quand même un pays très difficile à gouverner, non? Absolument. Mais ce qu'il y a aussi visiblement, c'est que les pharmaciens, les avocats, les notaires. On peut taper sur les pharmaciens aujourd'hui, tant que vous voulez. Voilà. Mais c'est-à-dire ce sont quand même des corporations et des groupes qui traditionnellement ne sont pas les électeurs de base de Hollande et de la gauche. Donc c'est aussi pour ça que Montebourg avait balancé ça et que c'est tellement pratique pour un pouvoir éventuellement. La droite vous dit, la gauche dit, c'est une réforme de droite, donc il faudrait savoir. Oui, mais enfin, je veux dire, je suis toujours un peu étonné quand des gens de gauche disent on fait des trucs de droite ou quand des gens de droite disent on fait des trucs de gauche, qui laissent les gens, l'opinion, estimer si c'est de droite ou si c'est de gauche, si c'est bien ou si c'est pas bien. Et puis voilà. Mais enfin, c'est vrai qu'il y a peu d'avocats et de médecins, et de pharmaciens qui votent à gauche. Vous avez confiance dans la justice de ce pays? Pas du tout. Moi, totalement. Alors, moi, je trouve la justice merveilleuse. Alors. Non, d'abord, c'est évidemment beaucoup trop long. Quand on est au barreau de Versailles, de Paris ou d'Aix-en-Provence, ça prend des années. Sur, honnêtement, des positions des magistrats qui sont souvent très étonnantes. Donc, non, moi, très, très sincèrement, j'ai du mal à avoir une totale confiance dans notre justice. Absolument, j'ai vraiment du mal. Et je crains qu'il y ait un gros travail à faire pour remettre tout ça d'aplomb. Travail que beaucoup ont essayé de faire, mais n'ont pas réussi à faire. Mais c'est dangereux. On voit bien qu'aujourd'hui, l'opinion est très en retrait par rapport à la justice de leur pays. Et ça, c'est grave, dangereux en plus, et préjudiciable à l'avenir. Non, mais on veut peut-être trouver certaines lenteurs, mais... Mais déjà, la lenteur est préjudiciable à l'avenir, je suis désolé. Le fait que tout le monde se dit, il vaut mieux pas avoir affaire à la justice, parce que sinon... Oui, mais comme il vaut mieux pas avoir affaire à l'hôpital, ou parce qu'on n'a pas envie d'être malade, on n'a pas envie d'aller devant un juge. Le problème de la justice, c'est un problème de moyens. On fait partie des pays où on a le plus faible taux où on est riche, où on est pauvre, et les moyens dans le budget, c'est un choix politique. La répartition du budget, c'est un choix politique de dire on donne 1% au budget de la justice. Peut-être que vous pouvez dire un mot de 72 heures, puisque oui, alors ça, c'est ce qui se passe dans une cour d'assises de Philippe Bilger, qui était le procureur de la cour d'assises de Paris. Pendant 20 ans et qui a écrit cette histoire où il se met effectivement, lui, ancien avocat général, à la place d'un accusé et qui raconte, c'est pour ça que ça s'appelle 72 heures, il raconte 3 jours de procès d'assises. Et donc c'est vraiment ça fait un peu peur quand même, hein. Ça fait un peu peur. Là, je peux pas vous donner la fin parce qu'il y a quand même un peu de suspense, etc. Mais moi, ça me rassure quand même parce que ça fonctionne. Les portraits sont un peu à charge, c'est un peu un roman hacké. On peut reconnaître tel juge d'instruction, tel grand avocat, tel journaliste juridique, judiciaire, pardon. Mais moi, je reste quand même. Et là, en plus, je dois dire que je vois très souvent Philippe Bilger parce qu'on est en plein lancement de ce livre. Je connais aussi beaucoup d'avocats. Je trouve que ce sont des professions, un fils avocat, voilà, qui sont tous passionnés par leur boulot. Et c'est pour ça que moi je fais entièrement confiance à la justice. On peut effectivement la trouver lente, mais je trouve que j'ai découvert vraiment un peu avec lui, parce que c'est vrai qu'en tout cas moi j'avais pas d'amis avocat général jusqu'à présent, donc j'ai découvert ce boulot de magistrat qui est quand même bien particulier. J'ai beaucoup d'amis avocats, je connaissais bien en revanche le boulot des avocats. Je trouve que tous ces gens font un travail remarquable. Alors après, avec effectivement, il y a la machine, il y a un manque de moyens, etc. Mais enfin, je pense que la France, les prisons françaises ne regorgent pas d'innocents, regorge de monde déjà. Oui. Non, mais oui, regorge de monde, mais ça c'est là où ça manque de moyens. Il faudrait faire plus de prisons, c'est tout. Mais bon. Non, il n'y a pas que ça. Je crois qu'en France, par rapport à ce problème de détenus, on est le pays où on prononce les peines les plus longues. Et c'est pour ça. On est aussi le pays d'Europe où il y a le moins de prisons par rapport à la population, de places de prison. En Allemagne, il y a moins de places de prison. Voilà. En Allemagne, il y en a plus. En Angleterre, il y en a plus. Voilà. Mais des prisons surchargées. Je voudrais, Séphora, vous aviez préparé un coup de cœur. Oui, tout
à fait. Et je voudrais vous laisser la parole. Donc. Alors, c'est un livre qui s'appelle Art Tips. Ah bon, on le voit très bien, c'est très bien. D'accord. Donc, qui s'appelle Art Tips. Et ce livre, il est sorti suite à 1 an de création d'une newsletter qui arrive sur vos boîtes mail, donc aux abonnés, c'est gratuit. Et tous les jours, ou 3 fois par semaine en tout cas minimum, vous recevez une anecdote originale sur une œuvre d'art. Donc ça permet de rafraîchir sa culture en termes d'œuvres d'art. Ça va de l'antique au contemporain, il y en a pour tous les goûts. Ça prend à peu près 1 minute. Vous avez des liens qui vous redirigent vers l'artiste et si vous voulez en savoir plus sur ces différentes œuvres, donc je vous invite à vous abonner à la newsletter et à acheter l'œuvre. Et de la même façon, mon dernier coup de cœur en newsletter, c'était au sujet du tableau de Courbet, l'atelier du peintre. Donc il y avait toute une anecdote que je vous laisse découvrir sur le site. Mais en tout cas, il faut savoir que ce tableau au musée d'Orsay fait l'œuvre d'une restauration avec toujours ce principe de participation citoyenne. Et vous pouvez participer financièrement. La restauration. Il y a un appel au don pour la restauration de ce tableau. Et puis vous avez différentes contreparties qui sont toutes très intéressantes. Et votre nom figure aussi bien sur le site internet qu'à côté du tableau. Vous ne pourrez pas participer à la restauration de l'origine du monde parce que... C'est la restauration qui est en public. Oui, tout à fait, exactement. On voit les restaurateurs. Merci. Merci beaucoup pour ce coup de cœur. Merci à tous les 4. Voilà, l'émission est terminée. On se fasse retrouver la semaine prochaine pour une dernière émission de l'année. Je propose qu'on fasse à la fois un petit bilan et puis peut-être vos souhaits pour l'année prochaine. À nos souhaits. À vos souhaits, alors. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée. Pas... Fantastique. Il a été